Bonjour tout le monde, alors toujours dans le cadre du module de la thermodynamique. Alors dans cette séance-là, on va parler un petit peu sur normalement les notions de base du second principe de la thermodynamique. Alors, il existe plusieurs énoncés équivalents du second principe, en particulier les énoncés de M. Carnot en 1824, de Clausius en 1850 et de Thomson Lord Kelvin en 1852. Alors, nous allons rappeler, bien sûr, nous allons rappeler dans cette séance-là. Alors, nous allons commencer par l'énoncé moderne du prix Nobel de chimie belge Prégogine en 1950 qui repose sur un bilan d'entropie. Alors, premièrement, bien la définition numéro 1, alors on appelle source de chaleur à la température T tout système capable soit de céder ou bien de donner ou absorber, bien capter la chaleur sans variation de sa température. Donc, toujours nous avons bien la température est uniforme au cours de cet échange de chaleur entre le système extérieur, bien entre le système et système thermodynamique et le milieu extérieur. Définition numéro 2. Alors on dit qu'un système effectué cycle monotherme, s'il est en contact avec une seule source de chaleur. Donc voilà, lorsqu'on parle sur si on dit que nous avons un système effectué un cycle monotherme, alors cela montre que nous avons un seul contact entre le système thermodynamique et source de chaleur. Alors, troisièmement, on dit qu'un système effectue cycle des termes, attention ici monotherme, ici des termes, s'il est en contact avec deux sources de chaleur. Alors, monotherme en contact avec une seule source de chaleur, des termes en contact avec deux sources de chaleur. Alors, si nous avons un système effectué cycle polytherme, alors dans ce cas, nous avons un contact avec plusieurs sources de chaleur. Donc voilà, soit nous avons monotherme en contact avec une seule source de chaleur, ou bien ditherme en contact avec deux sources de chaleur, ou bien polytherme et en contact avec plusieurs sources de chaleur. Alors, premièrement, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons normalement plusieurs énoncés de ce deuxième principe de la thermodynamique. On va appeler normalement les énoncés les plus importants. Alors, premièrement, l'énoncé de M. Clausius. Voilà, M. Clausius, né en 1822 jusqu'à 1888. Alors, M. énoncé, oui, l'énoncé de M. Clausius nous a dit que la chaleur ne peut passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud, ce qui est logique. Alors, si nous avons un corps chaud, nous avons un corps froid, alors toujours, dans ce cas-là, nous avons le transfert thermique entre le corps chaud et le corps froid, tel que la chaleur, normalement, passe du corps chaud vers le corps froid. Et l'inverse, c'est impossible. Voilà l'énoncé de M. Clausius. Alors, deuxièmement, il y a l'énoncé de M. Carnot. Alors, au cours du cycle, la source chaude à la température, par exemple T2, voilà, par exemple, nous avons un système thermodynamique. Alors voilà, et bien sûr les sources de chaleur. Hein. Ici, nous avons une source de chaude à température T2. Ici, nous avons une source froide à une température T1. Alors, d'après l'énoncé de M. Carnot, il nous a dit qu'au cours du cycle, la source chaude, voilà, à la température bien sûr T2, fournit la quantité de chaleur Q2 au système moteur. Voilà le système. Donc, la source chaude va donner une quantité de chaleur ou bien va donner normalement une énergie thermique, ici Q2, de la source chaude vers le système. Alors celui-ci fournit un travail W négatif. Voilà, ce système va fournir, bien va donner un travail négatif tel que W est inférieur à 0 et restitue une quantité de chaleur Q1 à la source froide de température T1. Donc voilà, premièrement, nous avons une source chaude qui va donner une énergie
il y a une énergie thermique ou bien la chaleur Q2 vers le système, alors le système va normalement va fournir un travail négatif, puisque pourquoi travail négatif? Parce que le système est donné un travail vers le milieu extérieur et restitue une quantité de chaleur qui est aussi négative à la source froide de température T1. Troisièmement, il y a l'énoncé de Monsieur Lord Kelvin. Alors, il est en 1824 jusqu'à 1907. Alors, un système en contact avec une seule source thermique parfaite ne peut, au cours d'une transformation cyclique, voilà, que recevoir du travail et fournir de la chaleur. Donc, voilà notre système. Bien sûr, si nous avons une transformation cyclique, alors normalement, ce système va capter ou bien va absorber normalement l'énergie thermique, c'est-à-dire le travail, et dans ce cas-là, il va donner une quantité de chaleur Q vers une source thermique parfaite. Voilà. Pour produire du travail, pour produire du travail, il est nécessaire de disposer de deux sources de chaleur. Donc, pour produire du travail, alors dans ce cas-là, il est impossible de générer ou bien de produire un travail par le système thermodynamique. Par contre, à cette situation, alors le système, puisque normalement absorber une chaleur qui est de, bien sûr positive, pourquoi positive? Parce que ce système va capter cette chaleur-là, alors va donner un travail négatif et une quantité de chaleur aussi négative. Par contre, dans cette situation, puisque nous avons une seule source normalement de chaleur, alors dans ce cas-là, va absorber ce travail et va donner juste une quantité de chaleur. Alors, l'étude du cycle de Carnot, M. Clapeyron, alors on appelle, bien le diagramme de Clapeyron, alors on appelle cycle de Carnot un cycle des termes entièrement réversibles, composé bien sûr par les transformations suivantes. Alors nous avons deux transformations isothermes au contact des sources et deux transformations adiabatiques qui permettent de passer d'une source à l'autre. Alors, considérons par exemple une mole de gaz parfait. Alors, faisons-lui décrire réversiblement du cycle APC dans le plan Clapeyron. Donc, voilà le plan de Clapeyron ou bien le cycle de Carnot est constitué par deux isothermes et deux adiabatiques. Alors, on va commencer par exemple par le point A, B, C, D et A, puisque ici nous avons normalement une transformation cyclique. Hein. Alors, AB, tout d'abord, AB, nous avons isotherme. Hein. C'est une transformation isotherme, c'est-à-dire à une température constante T1. Donc, voilà. De PC adiabatique. Donc, adiabatique, bien sûr, dans le cas adiabatique, nous avons Q est égal à 0. Par conséquent, donc, le corps va passer de T1 vers T2. CD, c'est une transformation aussi isotherme, c'est-à-dire une transformation isotherme à T2 est égal à une constante. Par contre, T1, une transformation adiabatique de T2 vers T1, bien sûr, avec une quantité de chaleur Q est égale à 0. Alors, l'expression générale du second principe de la thermodynamique, alors on commence tout d'abord par définir qu'est-ce que c'est que l'entropie. Alors, à tout système thermodynamique est associée une fonction appelée entropie, notée S, dont la variation ne dépend que des transferts thermiques, la chaleur, avec le milieu extérieur. Alors, pour une transformation réversible, elle s'exprime par cette expression-là. Alors, ds est égal à d de q réversible sur la température. Par contre, pour une transformation irréversible, toujours nous avons cette situation-là, que ds est supérieur strictement à d de q réversible sur t. Alors, sachant bien sûr que la température T, voilà la température T, est la température bien normalement absolue à l'interface de contact entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Voilà, donc toujours il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que T. C'est normalement la température soit absolue ou bien la température qui existe normalement à la surface de séparation, ou bien l'interface
de contact entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Alors, tout transfert non-thermique est sans effet sur l'entropie du système. Et bien sûr, l'entropie se mesure en joules par Kelvin moins 1, parce que normalement Q c'est une chaleur mesurée en joules et la température en Kelvin. Alors, l'entropie est une fonction d'état liée au désordre moléculaire. Donc, normalement, on mesure des ordres. Alors, on remarque, S est une fonction d'état, donc D de S est une différentielle totale. Maintenant, on va parler sur le bilan particulier de l'entropie. Alors, si nous avons un système, par exemple sigma, subit une transformation d'un état initial 1, I, à un état final, phi, alors la variation de l'entropie, ce n'est rien d'autre que l'entropie à l'état final moins l'entropie à l'état initial de son entropie. Alors, cette quantité-là est égale, normalement, à la somme d'une entropie d'échange, parce que nous avons le système thermodynamique et le milieu extérieur. Et dans ce cas-là, toujours, nous avons l'échange de chaleur. Donc, qu'est-ce que c'est que cette quantité-là? C'est la somme d'une entropie d'échange avec le milieu extérieur, S échange, puisque nous avons l'échange de l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur, par conséquent. Donc, nous avons aussi l'échange au niveau de l'entropie. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'une production d'entropie SP. Donc, toujours la delta S qui est SF, l'entropie à l'état final moins l'entropie à l'état initial. Alors, ce n'est rien d'autre que, normalement, c'est la somme de l'entropie d'échange entre le système thermodynamique et le milieu extérieur, H échange, et bien sûr, plus d'une production d'entropie. Toujours, nous avons cette situation. Alors, SP, notez SP. Et bien sûr que delta S est égal à SF moins SI est égal aussi S échange entre le système thermodynamique et le milieu extérieur plus l'entropie de production. Alors, l'entropie produite une île pour une transformation réversible. Donc, toujours cette quantité-là est égale à 0, mais pour une transformation réversible. Par contre, elle est strictement positive, SP strictement positive pour une transformation irréversible. Alors, dans cette formule-là, S échange est un terme d'échange dont l'expression est S échange est égal Q sur TS. Donc, Q, c'est la chaleur due en fait à la normalement à d'échange de chaleur entre le système thermodynamique et le milieu extérieur, mais la chose la plus importante ici signifie quoi? TS. Alors TS est la température de la surface du système traversée par le transfert thermique. Donc, toujours, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que TS. Alors, pour tout d'abord, on va traiter normalement l'entropie pour plusieurs systèmes. Alors, on commence tout d'abord par le système en régime stationnaire. Alors, en régime stationnaire, les grandeurs d'état sont indépendantes du temps, donc delta S est égal à 0, ce qui donne que SP plus S échange est égal à 0. Il y a une compensation permanente entre l'entropie d'échange et l'entropie créée. Donc SP normalement est égal à moins S échange, c'est pour cela nous avons delta S est égal à 0. Bien sûr, voilà. Toujours si nous avons un régime stationnaire, alors delta S est égal à 0, cela montre que S échange est égal à moins SP. Par contre, si nous avons un système isolé, alors dans ce cas-là, système isolé, donc S échange est égal à 0 parce que Q est égal à 0. Et dans ce cas-là, delta S toujours qui est égal à SP, donc toujours positif. Donc, toujours positif. Alors l'entropie du système ne peut qu'accroître. Toujours nous avons normalement ce comportement au niveau de l'entropie du système. Toujours l'entropie ne peut que croître. Maintenant, nous avons l'état d'équilibre thermique. Alors, le système s'évolue, S est maximal. Alors, le système est stationnaire, donc delta S, bien normalement delta S, bien S échange dans ce cas-là est égal à 0. Voilà, pour un état d'équilibre, S échange est égal à 0 et l'entropie créée donc nulle à l'équilibre thermodynamique.
Sp est égal à 0. Donc pourquoi? Parce que pour l'état d'équilibre thermodynamique, delta S est égal à 0. Et bien sûr, nous avons l'absence d'échange entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Donc S échange est égal à 0. Par conséquent, Sp est égal à 0. Donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Maintenant, pour une transformation réversible. Alors, la transformation étant réversible, elle est à peu près quasi statique. La réciproque attention n'est pas vraie. Il y a normalement donc l'équilibre à chaque instant entre le système et le milieu extérieur. Et la température, normalement, du système est parfaitement définie à chaque instant. Nous avons des frontières au niveau de la surface de séparation est égale TO, température du milieu extérieur. Donc, dans ce cas-là, Sp est égal à 0 pour une transformation, nous avons dit pour une transformation réversible. Voilà, donc d'après la définition, pour une transformation, bon, voilà, il est où pour une transformation réversible. Voilà, nous avons ici pour une transformation réversible, Sp toujours est égal à 0. Alors, Sp est égal à 0 et donc le bilan d'énergie, ou bien le bilan d'entropie s'écrit sous cette forme. Alors, delta S est égal delta Q, delta S échange est égal delta Q réversible sur T. Donc, soit dans ce cas-là, pour déterminer delta S est égal l'intégrale entre l'état initial et l'état final de delta Q réversible sur T. Et bien sûr, de faire le calcul. Alors, ici, pour une transformation cyclique, alors nous allons rappeler de ces transformations dans l'étude des machines thermiques qui fonctionnent de façon cyclique. Alors, sur un cycle, toujours nous avons SI est égal à SF. Alors, dans ce cas-là, directement, delta S est égal à 0. Alors, maintenant, on va passer à la partie du calcul. Alors, calcul de variation d'entropie dans le cas des gaz parfaits. Alors, premièrement, pour une transformation isopare. Alors, la variation d'entropie d'un gaz parfait au cours d'une transformation à pression constante est delta Q est égal à 1 CP/dt est égal normalement dH. Nous avons démontré ça dans des vidéos. Alors, par conséquent, nous avons d de S, d'après la définition de l'entropie, d de S est égal à d de Q réversible sur T. Donc, on va remplacer d de Q réversible par 1 CP/dt sur T. Donc, maintenant, je peux calculer delta S. Delta S, c'est l'intégrale entre T1 et T2 1 CP/dt sur T. Alors, on va considérer que capacité calorifique à pression constante est à une constante, donc 1 Cp est égal à une constante, donc je peux sortir cette quantité-là de l'intégrale, qu'est-ce qu'il nous reste? T1, T2, dt sur T. Et voilà, donc dt sur T, c'est ln de T. Bien sûr, entre T2 sur T1, ça nous donne directement 1 Cp ln de T2 sur T1. Donc voilà l'expression de l'entropie d'un gaz parfait au cours d'une transformation à pression constante. Maintenant, on va passer à une transformation isochore. Alors, la variation d'entropie d'un gaz parfait au cours d'une transformation à volume constant est, donc dQ, dans ce cas-là, c'est 1 CV dt. Alors, ds est égal à d de q réversible sur t. Donc, d de s est égal à 1 CV dt. Donc, toujours, on considère que SV ou bien SP prend une valeur constante bien déterminée. Donc, je peux sortir cette quantité-là de l'intégrale. Donc, nous avons un CV dt, donc un CV dt sur t. Et bien sûr, un CV, qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de dt sur t entre t1 et t2. Bien sûr, cette intégrale, ça nous donne ln. Et bien sûr, les bornes t2 et t1, ça nous donne un CV ln de t2 sur t1. Alors, pour une transformation isotherme, alors la variation d'entropie d'un gaz parfait au cours d'une transformation à température constante, transformation isotherme, nous avons démontré que d de U est égal à 0.
Alors, d de I, normalement, est égal à d de delta W plus delta Q. Et par conséquent, donc, delta W, ici, normalement, c'est delta. Delta W plus delta Q, ça nous donne 0, ce qui nous donne que delta W est égal à moins delta Q. Alors, la définition de l'entropie, donc, nous avons d de S est égal à d de Q sur T. On va remplacer d de Q par moins delta W sur T. Et bien sûr, sachant que dW est égal à P, moins PdV, avec ce moins, ça devient P plus, donc PdV sur T. Alors, puisqu'on travaille pour un gaz parfait, toujours nous avons la fameuse relation d'un gaz parfait. Donc, PV est égal à nRT. Donc, nous, on cherche sur l'expression de P sur T. Voilà, P sur T est égal à nR sur V. Donc, voilà, D de S, on va remplacer P sur T par nR sur V. Ça nous donne nR dV sur V est égal à nR dV sur V. Alors maintenant, pour calculer delta S, il faut faire l'intégrale de cette quantité-là. Alors nR dV sur V. N est une constante, R est une constante, donc qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de dV sur V entre T1 et T2. Et bien sûr, l'intégrale de dV sur V, ça nous donne ln de V. Et bien sûr, nous avons ici, attention, ici V1 sur V. Attention, ici n'est pas T1. Hein, c'est V1, V2. Ça nous donne NR ln de V2 sur V1. Donc, voilà l'expression de l'entropie pour une transformation isotherme. Maintenant, pour une transformation adiabatique réversible. Donc, delta Q est égal directement à 0, ce qui nous donne que delta S, qui est égal à l'intégrale de ds, donc entre l'état 1 et l'état 2, d de Q sur T, ça nous donne 0. Pourquoi? Parce que d de Q est égal à 0. Maintenant, pour l'entropie d'un gaz parfait en fonction des variables T et V. Alors, soit d de U est égal à delta W plus delta Q. Bien sûr, on va remplacer delta W par moins PdV et d de Q par, voilà, donc on va garder cette quantité-là. Alors, comme étant que ds est égal à d de Q sur T, ce qui nous donne que d de Q est égal à T ds. Donc voilà, alors d de I qui est égal à delta W plus delta Q. Donc delta W, nous avons dit, d'après la définition, est égal à moins PdV, et on va remplacer delta Q par T ds. Donc voilà, plus T ds. Alors ds, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, on va exprimer ds en fonction, bien sûr, en fonction de t et v. Alors ds est égal d de u plus p de v sur t. Donc on va remplacer d de u par ncv dt et nous avons ici plus p de v sur t. Maintenant, pour calculer delta S, il suffit d'intégrer normalement cette expression-là. Alors, nous avons l'intégrale entre T1 et T2 de 1CV dt sur T. Bien sûr, on va séparer ici les 1CV dt sur T plus, d'autre part, PDV sur T. Donc, voilà l'intégrale entre T1 et T2 de 1CV dt sur T plus l'intégrale entre T1 et T2 PDV sur T. Alors, ici, on va supposer que CV prend une valeur bien déterminée. Donc, nous avons un CV, qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de T1 jusqu'à T2 de T2 dt sur T. La même chose ici. Alors, PTV sur T, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer P sur T par NR sur V. Voilà, P sur T, nous avons déterminé, ou bien nous avons déduit que PV, P sur T est égal à NR sur V. Mais toujours ça est valable juste pour un gaz parfait. Alors, NR, V1 sur V2, dV sur V. Donc, l'intégrale entre T1, T2 de T de T sur T, ça nous donne ln de T, bien sûr, entre T1 et T2. Et ici, l'intégrale, bien ça nous donne ln de V entre V1 et V2. Finalement, on trouve que delta S est égal à 1CV ln de T2 sur T1 plus NR ln de V2 sur V1. Donc voilà normalement l'expression de l'entropie en fonction, bien sûr, des variables V et T.
Maintenant, l'entropie d'un gaz parfait en fonction des variables T et V. Normalement ici, en fonction de T et P. Attention ici, normalement en fonction de T et P. Alors, nous avons la définition, puisqu'on travaille P, ici P. Alors, puisqu'on va travailler, bien, on va déterminer en fonction de la pression, alors on va, dans ce cas-là, on va exprimer dH. Alors, dH est égal à d de U plus dPV. Donc, or, d de U, nous avons dit, c'est delta W plus delta Q. Alors, delta W, d'après la définition, c'est moins PdV. Et bien sûr, d de Q, d'après cette expression-là, d de Q est égal à T ds. Donc, on va remplacer ici T ds. Alors, d de H, on va revenir ici, d de H est égal à d de U. Alors, d de U est égal à cette quantité-là, c'est moins PdV plus dds. Et qu'est-ce qu'elle nous reste ici? dPV. Alors, ça nous donne PdV plus VdP. Donc, PDV, bien ici nous avons moins PDV, ici nous avons plus PDV, donc on va simplifier, ça nous donne 0. Qu'est-ce qu'il nous reste finalement que DH est égal à TDS plus VdP. Alors, donc, si on veut déterminer DS, donc TDS est égal à D de H moins VdP. Et par conséquent, donc DS pardon, est égal à DH moins VdP sur T. Alors, on va remplacer, ou bien tout d'abord, on va séparer cette expression-là. Ça nous donne dH sur T moins VdP sur T. Alors, d de H, d'après la définition, c'est 1Cp dt. Donc, nous avons 1Cp dt sur T ici. Alors, moins V sur T. Donc, V sur T, ça nous donne NR sur P. Voilà, donc nous avons PV est égal à nRT. Alors, si on veut P sur T, ça nous donne, ou bien V sur T, ça nous donne NR sur T. Donc voilà, NR sur P, voilà dP sur NR sur P. Donc delta S, c'est l'intégrale d1 de t2 de 1Cp dt sur T, moins l'intégrale de, normalement, attention ici, c'est P1, P1, P2, de NR dP sur P. Attention, P1 sur P2. P1, P2. Alors, delta S, ça nous donne 1Cp T1, T2, 1Cp T1, T2, moins dt sur T, moins NR, R, l'intégrale de dP sur P, P1 et P2. Attention ici, P1, P2. Donc, bien sûr, cette intégrale, ça donne ln, cette intégrale, ça donne ln. Par conséquent, donc, delta S, ça nous donne NCP ln de T2 sur T1 moins NR ln de P2 sur P1. Je répète ici, c'est P1, P1, P2. Alors, les cycles, normalement, les plus connus, les cycles thermodynamiques. Alors, les machines, normalement thermodynamiques, fonctionnent avec plusieurs transformations, formant ce que l'on appelle un cycle. Donc, un cycle constitué par plusieurs transformations. Alors, dans la pratique, ces transformations ne sont pas réversibles, alors on remplace ces processus irréversibles par des transformations réversibles plus facilement calculables, d'où on obtient des machines idéales. Il existe plusieurs cycles thermodynamiques. Alors, premièrement, il y a le cycle de Carnot, c'est un cycle de rendement maximal et le plus efficace. L'efficacité des autres cycles et des machines réelles est toujours comparée à celle du cycle de Carnot par le biais du rendement. Donc, toujours lorsqu'on parle sur un cycle, la chose la plus importante, il suffit de calculer le rendement. Alors, le cycle de Carnot est un cycle thermodynamique théorique pour un moteur fonctionnant entre deux sources de chaleur constituées de 4 processus réversibles, comme nous avons dit tout à l'heure. Alors, 1 et 2, voilà. Donc, le cycle de Carnot PV, cycle théorique de moteur de Carnot PV. Donc, nous avons 1, 2, c'est un détente isotherme. Isotherme. 2, 3, c'est normalement est une transformation détente adiabatique. 3, 4, c'est une compression isotherme. Compression isotherme. Et 4, 1, compression adiabatique. Voilà le cycle de Carnot.
Alors, le rendement du cycle de Carnot pour une machine thermodynamique est bien sûr, bien sûr, il suffit de démontrer sur cette expression-là. Bien sûr, on va faire ça en détail dans une autre vidéo. Alors, toujours le rendement est égal à 1 moins Q1 sur Q2. Toujours, nous avons 1 moins Q1 sur Q2. Alors, sachant que, bien sûr, qu'est-ce que c'est Q1, Q2? Alors, Q1, c'est la quantité de chaleur perdue à la source froide de température TF. Donc, Q1 est égal à Q froid. Par contre, Q2 est la quantité de chaleur prélevée de la source chaude de température TC. Donc, Q2 est égal à QS. Et par conséquent, on peut déduire que le rendement est égal à 1 moins Q1 sur Q2. Voilà, 1 moins, nous avons dit que Q1 c'est la QF et Q2 c'est QC. Et bien sûr, on va remplacer QF et QC, bien sûr, dans l'expression, on trouve 1 moins TF sur TC. Donc voilà le rendement, normalement d'une machine thermodynamique dans le cas du cycle de Carnot. Alors il y a aussi un autre cycle, c'est le cycle de diesel. Alors d'une manière générale, si on trace ce cycle dans le diagramme de Clapeyron, PV, alors 1, 2, voilà 1, 2. Donc voilà, 1, 2, c'est quoi? C'est compression adiabatique qui s'effectue seulement sur l'air. Alors le rapport de compression V1 et V2 est entre 14 et 25. Alors au point 2, voilà ici, le carburant est injecté dans la chambre de combustion remplie d'air porté à la température T2. T2 qui est inférieur à T1. Donc voilà, T2 inférieur à T1. Température d'inflammation du carburant. De 3. Alors de 3, nous avons combustion du carburant, apport de chaleur isobar. Et bien sûr, 3, 4, c'est une normalement détente adiabatique. Et 4, 1, mise à l'atmosphère par échappement, refroidissement isocore. 4, 1, refroidissement isocore. Et dernièrement, nous avons le cycle de Stirling. C'est un cycle du moteur à air chaud qui comprend deux transformations isothermes et bien sûr compression et détente et deux transformations isochrones. Et à très bientôt.